Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vanessa Dablin, je travaille chez Zoetis et je suis membre du groupe communication OSIAB. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Donc la médicalisation de l'animaux de compagnie, enjeux, perspectives, innovation. Nous avons la chance d'avoir 5 intervenants de premier plan et qui sont au premier rang, qui pendant un peu plus d'une heure vont nous dresser un panorama complet du sujet, qui partira à la fois du lien entre nous et nos animaux de compagnie, jusqu'aux perspectives, aux innovations pour mieux les soigner dans le futur. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par le fondement de tout ça, le lien que nous avons avec nos animaux de compagnie. Vous savez que c'est un lien qui a pas mal évolué ces derniers temps. La place des chats et des chiens dans nos familles a pris une place beaucoup plus importante, parfois même complètement centrale dans les familles. Est-ce une mode? Est-ce un phénomène de société plus profond? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Hélène Gâteau, qui est vétérinaire, autrice d'un nouvel, de Colonel. Hélène a un regard unique sur ce sujet-là, à la fois scientifique et sociétal, et elle va nous éclairer sur ce lien particulier entre les hommes et les animaux. Merci Vanessa, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, très heureuse aussi d'être avec Colonel qui a dû braver le fait que ce n'était pas un lieu dog-friendly ici, mais on l'a accepté quand même parce que c'est Colonel. Je vais me permettre juste de faire un petit pas de côté avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous parler un peu food ce soir pour changer un petit peu, moi je suis une véritable foodista et je ne sais pas ce que va nous réserver le traiteur juste après, mais moi je voulais vous parler d'une crème fouettée. D'une crème fouettée, alors je pourrais dire à base de lait de vache, ça permet de faire le lien avec les animaux de rente, dont on ne va pas parler ce soir, on va parler essentiellement d'animaux de compagnie, mais plutôt une crème fouettée à base de lait de coco, qu'on va servir dans des petits cups de la taille d'un café expresso, d'un cappuccino, qu'on agrémente de quelques myrtilles, d'un peu de cannelle, et puis éventuellement de beurre de cacahuète. Prix moyen, 4 €, 1 € de plus par toppings. Ça s'appelle un puppuccino. Et ce puppuccino, il ne vous est pas destiné, il est évidemment destiné à nos chiens. Et aujourd'hui, les puppuccinos, on en trouve un peu partout. On en trouve dans des boulangeries pour chiens, on en trouve dans des cafés pour chiens, on en trouve dans des hôtels pour chiens, dans des événements qui sont dédiés aux chiens. Aujourd'hui, les chiens, comme Colonel, ils ont leur propre compte Instagram, ils ont leurs influenceurs, ils ont également leurs photographes, ils ont leur coach, on va parler de coach maintenant, même plus forcément d'éducateur. Ils ont une alimentation aussi qui est spécifiquement dédicacée pour chaque individu, pour le plus grand plaisir aussi des propriétaires de chiens. Des propriétaires de chiens, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Propriétaire de chiens, on commence à bannir ce mot-là de notre vocabulaire. Le champ lexical change aussi quand on parle des animaux de compagnie. On devient aujourd'hui son humain, son gardien, son pet parent. Moi, je suis la dog mum de Colonel, ou sa maman. On dit maman, papa, et sans honte aucune, et c'est tant mieux. Les chiens, mon chien, Colonel, ne me dites pas que c'est mon animal de compagnie. Colonel, c'est mon animal compagnon, c'est mon animal partenaire, c'est mon alter ego canin. Et c'est une petite star ici, parce que quand je suis dans la rue avec Colonel, je peux vous garantir que pas un jour ne se passe sans qu'on m'arrête en disant « c'est Colonel ». Alors justement, on va parler de star un peu. On va ouvrir les pages des magazines People. Pendant très longtemps, c'était Michel Drucker avec sa chienne d'abord Olga, sa chienne Isia. Il survit à tous ses chiens, Michel. Il ne sait pas jusqu'à quand, mais il est toujours là. Sa chienne Isia, on ne voit plus trop, je ne sais pas où elle est. Aujourd'hui, dans les pages People, qui voit-on? On va voir Philippe Cavrivière avec Virgile, son berger australien qui l'emmène systématiquement dans les studios de RTL. Là aussi, il a bravé le côté interdit aux chiens. Virgile a sa place maintenant dans les studios de RTL. On peut parler de Julien Courbet aussi, de sa chienne Simone et son compte Instagram. C'est une véritable déclaration d'amour à sa chienne. Je l'ai d'ailleurs reçu dans un format digital que j'anime qui s'appelle l'interview qui a du chien sur le média Noé, un média animalier, auquel vous pouvez vous abonner. Plein de contenus top et je reçois pas mal de célébrités qui me parlent de leur lien avec leur animal. On se confie aujourd'hui sur son animal. Alors on pourrait parler aussi d'Iris Mittener et puis d'Antoine Dupont. Ça c'est un petit clin d'œil pour toi, Grégory. Fan de rugby, puisqu'ils ne se déplacent jamais maintenant sur leurs 2 teckels. Alors, si on reste dans le domaine du sport, et si on regarde Roland-Garros, quelles sont les images qui nous restent cette année de Roland-Garros? Eh bien, il y a Mira Andreeva, la gagnante de Roland-Garros, ce côté féminin, qui a posé avec son trophée et puis son chien Rassi. Même chez les hommes, on avait Alexander Zverev qui a posé, lui, avec son teckel Mishka. Ils sont partout.
nos chiens sont partout. Alors on voit les chiens, on voit évidemment moins les chats. D'ailleurs, permettez-moi de m'excuser si je parle essentiellement de chiens ce soir. C'est un petit peu, je suis un peu biaisée avec Colonel, mais parfois vous pourrez remplacer chien par chat, comme vous voulez. Faites l'équivalence si vous en avez envie. En tout cas, nos chiens sont partout. Il n'y a pas un jour, pas un œil qui va se poser dans le paysage médiatique, artistique, culturel, sportif, sans qu'on voit justement cette relation à l'animal. C'est assez dingue ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui prend une ampleur vraiment phénoménale. Alors on pourrait en rire, on pourrait se dire, derrière tout ça, c'est quoi? C'est juste une mode, c'est les effets secondaires des réseaux sociaux, inspirés des États-Unis. Aux États-Unis, on va parler, vous savez, des DINQUAD. Les DINQUAD, qu'est-ce que c'est? C'est Double Income, No Kids with a Dog. Il y a aussi les SINQUAD maintenant. Single Income, No Kids with a Dog. J'ai appris aujourd'hui un autre mot. On va appeler, alors, beaucoup de gens se souviennent, Double Income, les DILDO. Double Income, dildo. Double Income, Little Dog Only. Donc voilà, on commence à inventer de nombreuses catégories pour justement parler de ce lien à l'animal. Donc ça devient véritablement profond et on pourrait en sourire, mais moi je pense que derrière ce puppuccino, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas anecdotique l'arrivée du puppuccino dans les boulangeries et dans les garderies pour chiens. Et si aujourd'hui nos chiens occupent une place de plus en plus importante dans nos vies, c'est pas parce qu'on les aime davantage. C'est parce que quelque chose a changé dans notre société, dans notre façon de faire du lien, dans notre façon d'avoir des relations et dans notre façon de faire famille. Et c'est cette transformation que j'ai envie de explorer avec vous aujourd'hui. Avec au départ ma casquette de vétérinaire, j'ai appris à observer et à soigner les animaux. Aujourd'hui, je suis plutôt journaliste et j'apprends et j'essaie de comprendre justement ce lien que l'on peut avoir avec nos animaux. Alors, si on s'intéresse à ce lien, de quelle nature est-il, ce fameux lien que l'on a avec nos animaux? Est-ce qu'on est en train de se voiler la face? J'ai mon chien qui parle de direction le buffet. Colonel, viens par ici. Voilà. Viens ici. Alors, j'essaie de le rattraper quand même, mais bon, il va pas aller très loin. Donc, ce fameux lien qui existe entre nous, est-ce que nous sommes biaisés? Est-ce que c'est une projection de ce qu'on vit dans nos relations humaines sur nos chiens? Donc, j'ai voulu essayer d'explorer ce lien. Je me suis intéressée, par exemple, aux travaux de deux professeurs d'université américaine qui sont spécialistes du développement psychologique, qui s'appellent Jude Cassidy et Philip Shaver, et qui ont identifié 4 critères pour distinguer ce qu'est l'attachement fondamental, un véritable attachement, versus les autres liens affectifs. Ces 4 critères sont quoi? Sont 1, la recherche de proximité envers la figure d'attachement. 2, la détresse quand il y a une séparation qui est subie avec cette figure d'attachement. 3, c'est l'utilisation de la figure d'attachement comme une base sécuritaire pour aller explorer son monde. Et enfin 4, c'est en cas de stress, trouver du réconfort auprès de ces figures d'attachement. Ça, ce sont les 4 critères donc pour, distinguer le lien d'attachement qu'un bébé ou qu'un nouveau-né, un enfant, a avec son parent. Bien, chez les chiens, c'est exactement la même chose. Moi, Colonel aussi, il cherche ma présence. Sauf ici, là, c'est plutôt le buffet. Bon. Si jamais je m'en vais, je laisse un petit peu trop longtemps, je peux vous garantir qu'il est malheureux. Il ne fait pas de l'hyperattachement, mais il est malheureux quand même. Il a tendance aussi à explorer en effroide, comme ça, mais toujours, il revient vers moi. Puis si ça va, et ça visionne la chambre. Et puis, quand il se fait tancer par d'autres chiens, là aussi, il vient chercher du réconfort envers moi. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'assez profond. On n'est pas sur uniquement une relation juste affective, une relation de tendresse, une relation de compagnonnage. On est véritablement sur un lien d'attachement qui ressemble au lien d'attachement qu'on peut avoir, qu'une maman peut avoir avec son enfant. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus loin, voir ce qui se passe dans notre corps. Et là, je vais vous parler évidemment de l'ocytocine, qui est la fameuse hormone de l'amour ou l'hormone de l'attachement. L'ocytocine, elle a été étudiée par différentes équipes de chercheurs. Par exemple, en 2008, il y a une équipe de chercheurs japonais qui a montré que quand un humain interagit avec son animal de compagnie, son chien, il y a sa concentration d'ocytocine qui augmente. Inversement, en 2015, une autre équipe de chercheurs a montré que l'inverse était vrai aussi. C'est-à-dire que quand un chien retrouve son propriétaire après un temps de séparation, il a aussi sa concentration en ocytocine qui augmente. Donc là, on voit qu'il se passe aussi quelque chose d'un point de vue biologique, d'un point de vue hormonal. Et c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a la réciprocité. Ensuite sont venues les études d'imagerie médicale. Alors, on a fait pas mal de choses en imagerie médicale pour aller voir ce qui se passait au niveau du cerveau.
Par exemple, on a montré à des femmes qui étaient ensuite envoyées dans les appareils d'IRM des photos de leur enfant, de leur chien et des photos de chiens ou d'enfants inconnus. Et bien là, les zones qui s'activaient dans le cerveau quand elles voyaient leur enfant ou leur chien étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire les zones de l'attachement, les zones de la récompense, les zones de l'émotion et puis les zones de l'affiliation sociale. C'était la même chose. En revanche, tout ça n'était pas activé quand il s'agissait de photos de bébés ou de chiens inconnus. Ben là aussi, on a fait l'expérience inverse avec des chiens qu'on a déjà éduqués, dressés pour leur faire passer une IRM. Donc là, déjà, il y a eu un exploit qui était assez impressionnant. Et ce sont les équipes de Gregory Berns, qui est un neuroscientifique américain, qui se sont lancés dans ces études. Et là aussi, eh bien, ils ont montré que quand on faisait passer des IRM à ces chiens, à qui on envoyait des stimuli. Les stimuli, c'était soit les stimuli provenant de leur humain, leur figure de référence, ou bien d'un humain qu'ils connaissaient mais qui n'était pas leur figure d'attachement, versus des stimuli provenant d'autres congénères. Et bien évidemment, c'était quand c'était leur humain qui les stimulait qu'il y avait l'activation des fameuses zones de la récompense, de l'attachement et des zones de l'émotion. Et puis ensuite, on a comparé autre chose. On s'est dit, tiens, quelle est la valeur? Est-ce qu'il y a une valeur différente entre la nourriture et puis les interactions sociales? Eh bien là, c'est assez étonnant aussi. En fait, ce qui a été montré, c'est que les chiens réagissent tout autant, si ce n'est davantage, aux louanges de leur humain plutôt qu'à la récompense alimentaire. Ce qui a amené le fameux Gregory Berns, dont je vous ai parlé juste avant, à conclure, à dire cette phrase, « La majorité des chiens nous aiment au moins autant que la nourriture ». Ce qui est quand même une belle réussite pour nous dire. Donc vous voyez, toutes ces preuves, en fait, elles permettent de dire que aujourd'hui le lien qu'on a avec notre animal, il n'est pas fake, il est vrai. Il se passe quelque chose dans notre corps et qui est très similaire à ce qui peut se passer dans les relations intraspécifiques au sein de l'espèce humaine. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait que ce lien d'attachement existe, on sait aussi que les chiens ne sont pas apparus hier et que la domestication, elle remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Pourquoi aujourd'hui nos chiens prennent-ils une place, nos chiens ou nos chats, encore une fois, aussi importante dans nos vies? Pourquoi leur rôle est-il devenu aussi central? Est-ce qu'il s'agit d'une déviance de notre société? Est-ce que la place qu'on leur accorde aujourd'hui est en fait une sorte de perte de repère au sein de notre société? Là, je vais vous rassurer. Enfin, ce sont des travaux en anthropologie de l'évolution qui nous permettent de nous rassurer. C'est-à-dire qu'en fait, considérer l'animal de telle sorte, finalement, c'est profondément humain. Je vous explique. Si on fait un saut il y a plusieurs centaines de milliers d'années, en fait, les humains, de tout temps, les parents n'ont jamais été les seuls responsables de l'éducation de leur enfant. En fait, les anthropologues parlent, pour les humains, d'une espèce à élevage coopératif. C'est-à-dire que quand on élève un enfant, bien évidemment, il y a les parents qui sont là, mais il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, etc. Tout le groupe social s'investit auprès des enfants. Notre construction, d'ailleurs, de notre espèce, elle a été façonnée grâce à cela. En fait, chez l'humain, on a une caractéristique fondamentale qui est justement celle-ci, qui est de pouvoir prendre soin d'autrui, même si cet autrui n'est pas forcément notre propre progéniture. On dit que les humains sont des caregivers vraiment par excellence. Pardon pour mon accent anglais qui est toujours aussi catastrophique. Voilà, on parle du caregiving. Et c'est une prédisposition qu'on a très longtemps sous-estimée ou en fait qui montre aujourd'hui dans les interactions qu'on a avec nos animaux à quel point elle est souple cette tendance au caregiving. Puisque finalement quand on voit à quel point on est capable d'investir des ressources, du temps, de l'énergie, de l'émotion auprès d'un animal, ben on se dit que finalement, c'est notre cerveau qui est câblé comme ça. On est fait pour ça. Donc c'est absolument naturel et ça fait partie de l'essence même de l'être humain que de s'attacher tout autant à nos animaux de compagnie. Il n'y a donc rien d'anormal derrière tout cela. Ça, c'est déjà quand même plutôt rassurant dans l'histoire de l'évolution de notre espèce. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça prend autant de place aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, comme je vous le disais aujourd'hui, les animaux, voilà, où qu'on regarde, les animaux sont là, et puis on parle du lien que l'on a avec eux. Là, dans ces cas-là, on peut assister évidemment à une véritable évolution de nos modes de vie, à des transformations sociétales qui sont profondes,
Et j'en suis un peu un produit, puisque j'ai écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ». C'est vrai que pendant très longtemps, la famille, ça voulait dire la même chose pour tout le monde. La famille, c'était les parents, les enfants, et puis après, éventuellement, un chien ou un chat. Et d'ailleurs, pour revenir à mon livre, quand j'avais commencé à faire des recherches pour étayer mon propos, pour ne pas me baser uniquement sur ma propre expérience, j'avais contacté pas mal d'experts différents, et dont un historien spécialiste de l'histoire des relations homme-animal. Cet historien m'avait dit, quand je lui avais dit vers où je voulais aller, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, il m'a dit « Oh là 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 là, madame, vous faites erreur, une erreur complète. C'est pas du tout ça, les animaux ne seront jamais les substituts d'enfants, les animaux arrivent uniquement dans une histoire de famille, quand la famille est déjà composée. » Je ne citerai pas le nom de cet historien, mais il est plutôt historien que dans l'anticipation. Il n'avait pas vu les choses venir, parce que clairement, aujourd'hui, les choses s'inversent. Voilà qu'on commence aujourd'hui par la laisse, et éventuellement on passe après au landau, éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a une véritable recomposition des normes familiales. Et là, je voulais vous montrer à quel point le chien s'intègre dans énormément de formes familiales qui existent aujourd'hui. Alors, il y a les fameux jeunes couples que l'on voit aujourd'hui qui vont prendre un chien ou un chat un petit peu comme un galop d'essai avant une éventuelle parentalité un peu plus classique plus tard. Eux, d'ailleurs, c'est la fameuse génération Z et c'est chez eux qu'on a le plus de possession aujourd'hui d'animaux de compagnie. Ensuite, il y a les profils un peu comme le mien, donc plutôt solo, urbain, actif. Avant, on disait mémère à chien, donc aujourd'hui, on dit dog mum. Donnons-nous rendez-vous dans 20 ans, on verra ce que je suis. On verra. Et puis, après, il y a aussi les couples homosexuels. Il y a les familles recomposées qui ont déjà des familles, des enfants de part et d'autre et qui finalement vont avoir un nouveau projet commun, vont réussir à faire famille ensemble grâce à un animal. On a aussi les familles au sein desquelles les enfants sont grands et sont partis et on va garnir le fameux nid vide avec un chien ou avec un chat. Et puis on a aussi les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de ces femmes-là qui ont réussi à faire le deuil de leur maternité grâce à un animal de compagnie. Donc vous voyez à quel point il y a des formes familiales au sein duquel le chien ou le chat va venir occuper une place centrale. Le chien ne remplace pas l'enfant, mais il participe à une nouvelle façon de faire famille. Et puis en France, comme dans de nombreux pays, la natalité recule, je ne vais pas vous l'apprendre ce soir. Il y a de plus en plus de foyers sans enfants, de moins en moins d'enfants par foyer, et en revanche, de plus en plus de foyers avec des chiens ou des chats. Je dis pas qu'il y a un lien forcément de cause à effet dans tout cela, mais n'empêche qu'on peut quand même essayer de trouver une petite concomitance à cela. Et comme on le sait, la nature a horreur du vide, alors les chiens et les chats l'ont bien compris. Les poussettes se raréfient, les laisses prolifèrent. Dans un monde où le coût du logement grimpe, où les trajectoires de carrière sont de plus en plus aléatoires et incertaines, où les proches maintenant vont être de plus en plus éloignés géographiquement, où on va avoir aussi des incertitudes sur le plan géopolitique, sur le plan écologique, c'est vrai que finalement l'animal offre quelque chose de précieux aujourd'hui. C'est une figure d'attachement qui est centrale et structurante. Et à l'échelle individuelle, mais aussi donc à l'échelle familiale. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Aubert et il m'a dit cette phrase que j'avais trouvée magnifique. « Toutes les mains d'une famille se rassemblent sur le dos d'un chien ». Voilà aussi le rôle du chien au sein d'une famille. Et c'est vrai que dans une époque aussi qui est obsédée par la charge mentale, l'animal, notre animal, ça devient un compromis salutaire. Ça nous permet d'avoir une responsabilité qui reste conscrite. Ça nous permet d'être dans le présent, dans l'instant T, sans être forcément dans des projets de futur, dans des études à payer. Et puis de ne pas avoir à prendre chaque décision ou que chaque décision se transforme en dilemme moral. J'aurais énormément de choses à vous dire sur le pourquoi eux, pourquoi nous et surtout pourquoi eux et nous. Mais ce qui est intéressant aussi face à cette nouvelle donne aujourd'hui, c'est finalement comment on va considérer cette nouvelle relation que l'on a avec nos animaux de compagnie. Parce que qui dit nouvelle relation dit aussi nouvelles attentes et nouveaux besoins. Alors aujourd'hui, on parle de bien-être animal, on parle de socialisation, on parle de santé mentale, on parle de consentement aussi chez les chiens et chez les chats. Tout un vocabulaire qui n'était auparavant uniquement réservé que aux humains et aux enfants.
Et puis aujourd'hui, avec la multiplication de sources d'informations, quel vétérinaire n'a pas un propriétaire qui est arrivé au sein de son cabinet avec un diagnostic déjà fait par ChatGPT? Et puis moi-même, quand je fais ma petite souris et que je suis au milieu de pets parents au Champ de Mars, je les écoute. Voilà que maintenant, ils parlent de protection de ressources, d'hypertype. Ils deviennent de plus en plus experts, nos propriétaires, nos humains de chiens. Et puis l'économie du pet care, on voit à quel point elle progresse. Les vétérinaires spécialistes sont de plus en plus nombreux et compétents, n'est-ce pas Pascal Prélot? On parle de dog walker, de dog sitter, donc d'éducateurs, de comportementalistes, de communicants animaliers aussi, ça c'est pour le côté un petit peu ésotérique, de garderie, de mutuelle santé, de vêtements de luxe et technique, et j'en passe. Pendant longtemps, quand on était en consultation en tant que vétérinaire, la phrase ou la question qui nous était adressée par les propriétaires, c'était est-ce qu'il est malade, docteur? Aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a une belle qualité de vie? Est-ce qu'il vieillit bien? Comment est-ce que je peux l'avoir le plus longtemps possible dans la meilleure santé qui soit? Et comment puis-je encore gagner quelques mois, quelques années avec lui? Comment puis-je préserver son bien-être? Aujourd'hui, l'animal n'est plus un compagnon de vie, un animal de compagnie, c'est devenu un compagnon de vie. C'est parfois un membre de la famille, c'est parfois un soutien émotionnel majeur, et c'est parfois même la relation la plus stable du foyer. Et lorsque cette place change, eh bien toute la filière change, que ce soit donc les vétérinaires, les industriels, les chercheurs, les pet fooders, tout cela change. Tous ceux qui contribuent à la bonne santé, au bien-être animal. Moi, lorsque j'ai commencé mes études vétérinaires, donc on soignait les animaux. Aujourd'hui, ça reste la mission première du véto, ça reste de soigner les animaux. Mais aujourd'hui, c'est aussi prendre soin de cette relation d'attachement unique et qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus sous-estimer, parce qu'elle est celle de millions de Français. Merci beaucoup de m'avoir écouté défendre mon propos sur la place de l'animal aujourd'hui dans notre société. Merci beaucoup Hélène.